Les Slovaques nous ont offert la première surprise du tournoi olympique de hockey masculin plus tôt aujourd'hui à Milano. Mené par notre Juraj Slafkovský, les souverains de velours ont arabusté les Finlandais au compte de 4-1. Voilà qui ne va pas ralentir les ardeurs des tenants d'une équipe Québec en matchs internationaux. Un alignement pur laine de Gilles Vigneault aurait été sur papier supérieur à celui des Slovaques, et pourtant. Mais ces derniers ont fait les choses dans le bon ordre. Ils ont d'abord choisi le retour-détermination en 89 et les disciples de Peter Stachny peuvent depuis porter les couleurs de leur nation. Ils sont beaux, les Slovaques, et c'est émouvant de voir Juraj qui s'élève en géant aux côtés des frères de sa mère patrie. À l'épreuve des faits maintenant, le gardien dans sa bulle peut voler un match sans lendemain et trucider le projet de médaille d'une nation pourtant dominante dans une discipline comme le hockey. Un exemple relayé par Jean-Michel Dufault hier à sa carte postale quotidienne et que je reprends ici pour bien identifier ce que j'essaie de vous imager. Evgeny Nabokov, monté sur 2 lames, ça donnait 5 pieds 11 par la peur, avait interrompu le coït du Canada en quart de finale. C'est tôt quand même. C'était dans cette même Italie, aux Jeux de Turin en 2006. Dans la victoire des Slovaques, Samuel Lavage, qui végète dans l'organisation du Wild du Minnesota, ECHL au moment de partir pour les Jeux, a été fumant, repoussant 39 des 40 rondelles dirigées vers lui. Et puis le grand Juraj, lui, a accentué à 9 sa production de buts olympiques en carrière avec une paire en plus d'une passe. Toujours à l'épreuve des faits, la configuration de cette glace à Milan nous force à revoir nos attentes de résultats dans cette ruée vers l'or. Elle a beau seulement être aussi large et plus courte de 3 pieds et quart qu'une glace de la Ligue nationale, la courbe des coins, très acerbe, les coins de rampe, est à des années-lumière des standards de la Ligue nationale de hockey. Le pourcentage d'espace disponible pour manœuvrer dans les zones offensives est donc nettement inférieur à ce à quoi les professionnels de la LNH sont habitués. J'imagine aisément Sidney Crosby se gratter le caillou et s'arracher les cheveux de ne pas pouvoir avoir des heures et des heures de glace afin d'apprivoiser les rondelles qui sillonnent les coins de rampe. Vous vous rappelez, l'an dernier, on l'a surpris. 1 heure avant un entraînement optionnel d'équipe Canada à la confrontation des 4 nations, il est sur la glace et il travaille des récupérations de rondelles le long des rampes avec Nathan McKinnon. 1 heure avant. Ça, c'est Sidney Crosby. Sauf que tu n'as pas la glace que tu veux nécessairement dans cette compétition-là. Donc, en raison de la perte d'espace générée par ces coins mal foutus, la glace milanaise se trouve à mi-chemin entre le vieux Garden de Boston et les patinoires réglementaires du circuit Bettman. Sans surprise, le comité organisateur de Milan-Cortina se défend et allègue être dans les standards demandés par le CIO et l'IHF, mais il risque fort d'y avoir un après-Milano. Moi, je pense qu'on doit revoir la charte et on doit modifier les standards, la preuve étant donnée, après un seul match du tournoi olympique de hockey masculin. Les meilleurs au monde de 2026 sont beaucoup trop grands, beaucoup trop gros, beaucoup trop forts, beaucoup trop agiles et surtout beaucoup trop rapides pour se retrouver à combattre sur un aussi petit anneau. La lutte se fait donc dans une cabine téléphonique, l'égale d'un ring de 16 pieds plutôt que 21 ou 22 pieds, ce qui, pour un combat de poids lourd, est plutôt contre-indiqué. L'équivalent en langage de NASCAR de l'ovale de Loudon, New Hampshire, qui donne l'impression que les bagnoles tournent en rond dans le bain. Les Italiens ont eu 6 ans et demi pour se préparer à recevoir le monde. Le hockey masculin, à défaut d'être l'épreuve reine des Jeux d'hiver, demeure le tournoi qui va susciter le plus d'attention médiatique et de cruciales cotes d'écoute chez les Occidentaux que veulent rejoindre les précieux commanditaires. Me semble qu'il aurait pu se forcer un brin. Ça aura le mérite d'être dépaysant et spectaculaire. Les nations qui vont le plus rapidement s'adapter à cette patinoire vont accentuer leurs chances de médaille. Après une période de jeu entre la Finlande et la Slovaquie plus tôt aujourd'hui, j'imaginais le trafic que va générer un duel entre le Canada et les États-Unis.
On dit souvent qu'on gagne ou on perd des matchs de hockey entre les deux lignes bleues. L'espace a été rétréci de 3 pieds. Ça ne fait aucune commune mesure. Les joueurs vont entrer serrés dans le fameux territoire neutre, en nombre de 10. En tout cas, je pense que ça ne passera même pas, surtout si tu ajoutes les arbitres. Et dans les mises en jeu au point central, on va avoir l'impression que les joueurs de centre sont flanqués par 4 ailiers, 2 de chaque bord. L'extraordinaire vitesse de Connor McDavid devient un atout moins important subitement. Lui qui est habile pour repérer les poches d'air, ouvrir les hanches et trouver l'espace, ça va être plus compliqué cette fois-ci, puisqu'invariablement, il va y avoir quelqu'un dans ses jambes, ne serait-ce qu'un des 4 officiels en devoir qui, eux, restent de se faire laminer solidex. Pour l'heure, notre beau Yoraï a scoré 2 buts de toute beauté. Le premier en interceptant une passe le long de la rampe et en venant coucher Jussi Saros habilement. Slav a été servi par son physique d'Apollon et par la petitesse de la glace qui lui a permis de partir de la rampe et atteindre le filet, la mettre dedans, en à peine un peu plus d'1 seconde, imaginez. Est-ce que le Canada demeure favori dans ces conditions? Bien, si on s'adapte rapidement, je veux bien, puisque ça ne peut pas reposer sur l'argumentaire un peu faible que tous les pays vont subir les mêmes spectres d'une glace plutôt gênante.